À 22 ans, elle se retrouve à la rue, rejetée par sa propre mère, avec seulement 10 € en poche. Sans nulle part où aller, elle achète une vieille forge abandonnée depuis un demi-siècle dans un village isolé. Tout le monde pense qu'elle a fait une erreur fatale. Mais derrière l'immense cheminée de pierre se cache un mur étrange. Ce qu'elle va découvrir dans l'obscurité de cette cachette secrète va complètement bouleverser son destin à tout jamais. Restez bien avec nous jusqu'à la toute fin pour découvrir ce lourd secret. Et avant de poursuivre, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Dites-moi également dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez aujourd'hui. J'adore véritablement découvrir jusqu'où voyagent nos histoires. Elle avait 22 ans lorsque la porte de son enfance se refermait sur elle pour ne plus jamais s'ouvrir. Sans le moindre avertissement préalable, sans la moindre dispute pour préparer le terrain, sans aucune seconde chance ni même un regard d'adieu. Il n'y avait, pour témoigner de cette rupture brutale, qu'un simple carton écorné, posé à même le sol sur le carrelage froid du perron de ce pavillon de banlieue d'ordinaire si tranquille. Et un mot, un simple morceau de papier scotché à la va-vite sur le bois de la porte d'entrée. L'écriture familière de sa mère, Valérie, y traçait une sentence glaciale, séchée sans le moindre appel. Ne reviens pas. Camille resta immobile un long, très long instant, le regard intensément fixé sur ce bout de papier qui venait, en 3 mots à peine, de balayer la totalité de son existence. Le vent frais de cette fin d'après-midi soufflait dans la rue désespérément silencieuse, faisant frissonner les feuilles des platanes le long des trottoirs, mais Camille, elle, ne tremblait pas. Dans ce genre de moment d'une violence inouïe, le monde semble soudainement suspendre sa course, le silence devient lourd, presque palpable, et la réalité vous frappe avec la force brutale d'une enclume. Pourtant, aucune larme ne perla au coin de ses yeux sombres. Elle ne cria pas son désespoir. Elle ne frappa pas à grands coups de poing contre cette porte désormais fermée à double tour. Dans le fond de la poche de sa veste en toile usée par le travail, ses doigts engourdis effleurèrent le métal froid de quelques pièces de monnaie. Quelques euros à peine. C'était là, très exactement, l'intégralité de sa fortune. C'était avec ce maigre butin qu'elle devait désormais affronter le vaste monde. Une somme dérisoire, presque insultante face à l'immensité terrifiante de l'inconnu qui s'ouvrait soudain devant elle. Mais Camille n'était pas une fille ordinaire, faite de fragilité et de doute. Elle possédait en elle cette force silencieuse, cette résilience inébranlable ancrée profondément dans ses veines, héritée d'une lignée qui connaissait mieux que quiconque la rudesse de la vie. Elle baissa lentement les yeux vers le carton mal fermé. À l'intérieur, on ne trouvait point de robe légère, ni de lettres d'amour, ni de souvenirs d'enfance précieux. Il n'y avait que l'essentiel, ce qui définissait véritablement la substance de son être. Elle se pencha et, d'un geste précis et empreint de respect, en sortit ses lourdes chaussures de sécurité coquées ainsi que ses épais gants de soudure en cuir patiné. Le cuir portait les innombrables cicatrices de la chaleur, les marques noires et indélébiles des étincelles, l'empreinte fière de son labeur acharné. C'était son armure contre les coups du sort. En enfilant ses chaussures, elle sentit le poids familier et rassurant du métal au bout de ses pieds. Un ancrage solide dans une réalité soudainement devenue mouvante et hostile. Elle prit finalement le carton sous son bras, serra ses gants contre sa poitrine comme on serre contre un talisman protecteur, et tourna définitivement le dos à la bâtisse. Cette maison au volet clos, où elle avait pourtant grandi, où elle avait tant bien que mal espéré trouver sa place, où elle avait finalement été purement et simplement effacée de l'histoire familiale. Ses pas résonnèrent sur le trottoir, sourds, réguliers, déterminés. Chaque bruit de bottes sur le bitume marquait une rupture nette et définitive avec le passé. Camille s'éloignait de la seule demeure qu'elle n'ait jamais connue, marchant droit devant elle, le cœur infiniment lourd mais l'échine parfaitement droite. Elle venait de tout perdre, absolument tout, jeté à la rue comme un vieil outil devenu inutile et encombrant. Mais elle savait au fond de son âme que tant qu'elle aurait l'usage de ses mains et la mémoire brûlante du feu, elle ne serait jamais véritablement désarmée face à l'hiver féroce de sa propre vie. L'inconnu l'attendait au bout de la rue, sombre et menaçant, et elle marchait à sa rencontre, pas après pas, sans jamais se retourner. Pour comprendre l'âme de cette jeune femme, il fallait remonter à la source même de son sang, une lignée où la noblesse ne se mesurait pas en titre, mais à la rudesse des paumes. Dans sa famille, on n'apprenait pas la vie dans les manuels. Son grand-père, Marcel, était un maître de la soudure, un artisan capable de coudre l'acier avec des arts électriques aveuglants. Son père, Jacques, tuyauteur de métier, connaissait par cœur les artères métalliques des grandes usines. Chez eux, on apprenait à nommer un vilebrequin avant même de savoir lire, et le garage n'était pas une simple remise poussiéreuse. C'était un temple sacré. Tandis que les autres enfants de son âge s'amusaient avec des jouets colorés, Camille trouvait sa poésie dans ce refuge aux fortes effluves d'huile de coupe et de limaille. Elle passait des heures entières à tendre les bons outils à son père,
observant avec une fascination religieuse la danse précise de ses mains écorchées, assimilant en silence la grammaire complexe des filetages, la résistance des joints et l'éclat fulgurant des étincelles. Valérie, sa mère, contemplait ce spectacle avec une incompréhension qui confinait à la détresse. Elle avait espéré une toute autre enfant. Elle avait ardemment rêvé d'une fille qui s'émerveillerait devant les vitrines des magasins, qui lui parlerait de mode, de premiers émois amoureux, et qui, un jour, franchirait le seuil d'une église dans une robe d'un blanc immaculé. Mais Camille préférait infiniment la rugosité franche d'une clé anglaise à la fragilité d'un bouquet de roses. Elle attachait ses cheveux sombres à la hâte, s'habillait de toile épaisse, et forgeait dans ses jeunes avant-bras une force tranquille que les jeunes filles de son entourage ignoraient totalement. Valérie portait à sa fille un amour maternel certain, mais cet amour se heurtait en permanence à un mur d'incommunicabilité. Au fil des saisons, ce décalage s'était lentement sédimenté en une déception muette, un gouffre insidieux que Camille tentait désespérément d'ignorer. Puis, la tragédie avait frappé sans crier gare, fracassant le fragile équilibre du foyer. La disparition soudaine de Jacques, foudroyé par une crise cardiaque, avait plongé la maison dans un silence de tombeau. Cet homme de peu de mots, qui répondait à chaque question de sa fille avec la patience infinie d'un maître artisan, laissait derrière lui un vide impossible à combler. Lors de l'enterrement, étouffé dans une robe sombre qui ne lui ressemblait pas, Camille serrait les vieux gants de Marcel au fond de son sac, seul encre tangible dans un monde qui s'effondrait. Après la mort de Jacques, l'atmosphère de la maison était devenue proprement irrespirable. Le chagrin immense de Valérie ne s'était pas écoulé par les larmes. Il s'était cristallisé en une colère féroce, dirigée contre tout ce qui respirait encore. Et puisque Camille était l'unique témoin de ce naufrage, elle devint la cible de cette tempête intime. La rancœur de sa mère s'infiltrait partout, reprochant à demi-mot les bottes sales, les horaires décalés, mais surtout, cette ressemblance insupportable avec le défunt. Sans l'admettre, Valérie en voulait à sa fille d'être le miroir d'un passé révolu. C'était cette amertume corrosive, gonflée par le deuil et la désillusion, qui avait finalement tranché les derniers liens invisibles de leur famille. Valérie l'avait expulsée vers la rue, la forçant à affronter le froid glacial de l'hiver avec pour seul héritage la droiture de son père et l'indéfectible fierté des siens. Face à la fragilité effrayante des sentiments humains, Camille avait choisi l'implacable honnêteté du métal. La rue glaciale l'avait recraché, mais elle savait où diriger ses pas. À l'autre bout de la ville se dressait un atelier de ferronnerie, un hangar de tôle d'où s'échappait l'odeur âcre du métal chauffé à blanc. C'était le domaine de Léon. À 68 ans, ce veuf taillé dans le roc, ancien compagnon de route de son grand-père Marcel, était l'un des derniers vestiges d'une époque où la parole donnait valait tout l'or du monde. Lorsqu'elle apparut sur le seuil de l'atelier, portant son carton comme unique bagage, le vieil artisan posa sa torche. Il n'exigea aucune explication, ne posa pas la moindre question. Il lut simplement la détresse dans les yeux de la jeune femme et lui indiqua, d'un signe de tête bourru mais bienveillant, la petite chambre d'amis attenante à son logis. Chez les ouvriers de la vieille école, la solidarité ne s'encombrait jamais de grands discours. Elle s'exprimait par des actes simples et définitifs. En guise de reconnaissance, Camille s'imposa un rythme de travail acharné. Dès l'aube, bien avant que le soleil hivernal ne réchauffe les toits froids de la ville, elle enfilait son bleu et rejoignait la rudesse de l'atelier. Elle y abattait des journées de 12 heures, maniant l'arc électrique avec une précision chirurgicale. Les étincelles pleuvaient en cascade autour d'elle, éclairant son visage couvert de suie. Dans le vacarme assourdissant des meuleuses et le crépitement continu des postes à souder, elle retrouvait miraculeusement son équilibre. Une chorégraphie rassurante se mit rapidement en place entre elle et Léon. Ils travaillaient souvent côte à côte dans un silence absolu, unis par ce respect mutuel, profond et silencieux, qui lie ceux qui partagent la noble rudesse du labeur manuel. Il y avait une immense dignité dans cette existence de col bleu, une beauté brute dans la patiente transformation de l'acier en pièce maîtresse. Le soir venu, après s'être lavé les mains à la pâte microbille, ils partageaient des repas frugaux dans la modeste cuisine. Le vieil homme lisait son journal, commentait parfois l'actualité d'une voix rocailleuse, tandis que Camille écoutait, apaisée par cette présence paternelle. Ce furent des mois d'une douceur inespérée, un véritable havre de paix au milieu de la tempête. Le bruit familier de la tôle martelée agissait sur son esprit meurtri comme un baume réparateur. Pourtant, malgré ce répit salvateur et inestimable, une certitude implacable grandissait dans l'esprit de Camille. Elle savait pertinemment qu'elle ne pourrait pas s'éterniser ici. Léon vieillissait, ses gestes se faisaient plus lents, et cet homme bon méritait de finir ses jours dans la quiétude, sans jamais devoir supporter le fardeau d'une jeune femme en quête de repères. Ce sanctuaire ardent et protecteur de fer et de feu l'avait sauvé du naufrage, mais il ne lui appartenait pas. Pour honorer véritablement la mémoire de son père et de son grand-père,
Pour prouver qu'elle était digne de cet acier qui coulait dans ses veines, elle devait impérativement forger sa propre destinée. Un soir de novembre, alors que la ville entière dormait profondément sous une pluie glaciale, Camille restait assise, immobile, dans la pénombre silencieuse de la modeste cuisine de Léon. La pâle lueur blafarde de son ordinateur portable éclairait doucement son visage fatigué. Elle savait intimement qu'il était temps de partir, mais avec ses si maigres économies, trouver un nouveau toit relevé du prodige. Parcourant machinalement le vaste réseau numérique, elle s'égara sur le site officiel des ventes domaniales, une plateforme poussiéreuse de l'administration française, un registre gouvernemental particulièrement obscur répertoriant les vieux biens délaissés par l'État. Guidée par une forme de désespoir tranquille, elle tapa une requête simple, la propriété la moins chère de France. La page chargea avec une lenteur agaçante, dévoilant bientôt une longue liste de ruines oubliées. Soudain, son regard s'arrêta net sur la troisième annonce. L'image granuleuse montrait une petite bâtisse de pierre sombre, nichée au creux d'une vallée perdue du Cantal, au cœur des terres majestueuses et volcaniques de l'Auvergne. La description était brève, presque poétique dans sa simplicité. Ancienne fort du XIXe siècle, charpente en chais massif, imposante cheminée en briques pleines. Le bâtiment était totalement à l'abandon depuis les années 70, dévoré par la végétation. La municipalité désirait s'en débarrasser. Le prix de vente était fixé à une somme purement symbolique, 10 euros. 10 euros, le prix d'un café et d'un journal. Camille dévisagea l'écran avec une intensité troublante. Elle n'avait absolument jamais forgé de sa vie. Elle maîtrisait parfaitement la soudure, l'évolution moderne de ce métier rude, elle savait comment plier et contraindre l'acier avec le gaz et l'électricité. Mais l'idée d'une véritable forge, un sanctuaire primitif abritant un foyer au charbon et une enclume centenaire, fit subitement résonner une corde insoupçonnée au plus profond de son être. C'était l'appel viscéral de l'enclume, comme si le fer endormi de ce bâtiment lointain la réclamait. Elle reconnut dans cette ruine quelque chose d'essentiel à sa propre survie. Le lendemain matin, bien avant que la télé ne gronde, elle montra l'annonce à Léon. Le vieil artisan essuya minutieusement ses lunettes couvertes de poussière, s'approcha de l'écran et étudia la photographie avec un respect profond. Il tapota l'image de son doigt calleux et laissa échapper un léger sourire. Il connaissait bien le Cantal. C'était une contrée âpre, faite de volcans endormis et de vents froids, un pays peuplé d'hommes et de femmes silencieux, taillés dans la roche. Léon plongea son regard clair dans celui de Camille, lui rappelant qu'elle connaissait la langue intime du métal depuis sa plus tendre enfance. Il lui expliqua d'une voix grave que la seule chose qu'elle ignorait encore, c'était le crépitement du charbon remplaçant le souffle du gaz, un secret que ses mains experts perceraient en quelques jours à peine. Un forgeron authentique, déclara-t-il, est une âme qui façonne patiemment le monde de ses propres mains. Et ce véritable don immense, elle le portait déjà en elle. Ces mots, prononcés avec la solennité d'une bénédiction, balayèrent instantanément ses ultimes doutes et ses peurs inavouées. À cet instant précis, elle comprit avec une absolue certitude que son avenir s'écrirait loin du vacarme de la ville. Son destin véritable l'attendait sagement dans les lointaines montagnes silencieuses de l'Auvergne, prêt à éclore pour un unique et simple billet de 10 euros. Le surlendemain, aux premières lueurs d'une aube grise et glacée, Camille monta à bord d'un train régional, laissant définitivement derrière elle le fracas métallique et impersonnel de la grande ville. Le lent convoi ferroviaire s'enfonça progressivement vers le sud, serpentant avec peine à travers les paysages spectaculaires du Massif central. À travers la vitre maculée par la bruine, elle regardait défiler les cratères endormis et les vastes plateaux balayés par les vents capricieux. C'était le cœur volcanique de la France, une terre farouche, rude et magnifiquement silencieuse, où l'imposante roche noire dictait sa loi implacable aux hommes depuis la nuit des temps. Ce long voyage tenait presque du pèlerinage intime, une lente transition entre un passé devenu trop douloureux et un avenir merveilleusement incertain. Le train la déposa finalement dans une toute petite gare isolée, battue par une bise piquante. Il lui restait encore de nombreux kilomètres à parcourir à pied. Ajustant le poids familier de son lourd sac à dos sur ses épaules, elle entama une longue marche solitaire le long d'une route départementale particulièrement sinueuse. Ses épaisses chaussures de sécurité frappaient le goudron usé avec une régularité de métronome, rythmant avec détermination son ascension laborieuse vers le petit village perché sur les hauteurs. Lorsqu'elle atteignit enfin la place centrale pavée de la commune, le silence qui y régnait était d'une pureté absolue, seulement troublé par le clapotis musical de l'eau claire d'une vieille fontaine de pierre. Les grandes maisons aux épais toits de lauze sombre semblaient profondément assoupies sous le ciel plombé. D'un pas assuré, elle poussa la lourde porte en chêne massif de la mairie, une modeste bâtisse républicaine aux murs rassurants. Derrière un imposant comptoir de bois verni trônait Madame Dubois, la dévouée secrétaire de mairie.
Avec ses petites lunettes suspendues à une fine chaînette et son regard incroyablement perspicace, elle incarnait sans conteste la mémoire vivante et bienveillante de toute la vallée. Lorsque Camille lui exposa calmement la raison étonnante de sa présence et posa doucement un unique billet froissé de 10 € sur le comptoir, le visage serein de la femme d'âge mûr se figea subitement. Madame Dubois la dévisagea longuement, ses yeux scrutateurs allant du modeste billet bleu au visage fier et marqué de la jeune femme. Elle peinait manifestement à dissimuler sa très profonde stupéfaction. Comment diable une fille si jeune, visiblement originaire de la ville, pouvait-elle s'intéresser à l'ancienne Fort Mercier, une bâtisse en ruine entièrement dévorée par les ronces et rongée par l'oubli? Avec une bienveillance évidente mais fortement teintée de scepticisme, l'employé communal lui expliqua gravement que les lourdes portes verrouillées de cet atelier n'avaient pas été franchies par une âme humaine depuis plus d'un demi-siècle. Absolument plus personne, dans ce village tranquille, ne se souvenait de l'intense chaleur de son foyer ou du chant métallique de l'enclume. Le majestueux bâtiment n'était tristement plus qu'un fantôme de pierre noire. Mais face à la détermination silencieuse et à la dignité inébranlable qui émanait avec force de Camille, la secrétaire finit par capituler et esquissa un sourire véritablement chaleureux. Elle prit délicatement le billet et sortit les volumineux et vieux registres cadastraux de son grand tiroir. Pendant qu'elle remplissait méticuleusement les formulaires officiels, formalisant cette improbable et poétique transaction, Madame Dubois s'interrompit un bref instant. D'une voix d'une grande douceur, presque confidentielle, elle partagea avec Camille un vieux et sage dicton qui circulait encore parmi les anciens de la rude région. Dans nos montagnes exigeantes, murmura-t-elle avec respect, les vénérables bâtisses de pierre noire ne meurent jamais vraiment. Elles s'endorment simplement, traversant les longues décennies avec une patience infinie et une force tranquille, attendant patiemment que la bonne âme vienne enfin les réveiller de leur profond sommeil. Camille écouta ces sages paroles avec une immense attention, les gravant précieusement dans son esprit comme on sculpte le marbre. Munie des indispensables documents notariés et d'une imposante clé rouillée pesant de tout son poids dans sa poche, elle quitta la chaleur de la mairie et reprit sa marche résolue. Son cœur était désormais gonflé d'une espérance totalement nouvelle, intimement prête à affronter courageusement le sommeil cinquantenaire de son tout nouveau domaine montagnard. Le sentier de gravier s'étirait inexorablement vers les hauteurs brumeuses, serpentant avec grâce à travers un paysage sauvage où le silence régnait en maître absolu. L'épais brouillard de novembre s'accrochait paresseusement aux branches nues des chênes centenaires, enveloppant la nature environnante d'un voile mystérieux et profondément mélancolique. Camille avançait d'un pas lent mais résolu, ses bottes crissant doucement sur la pierre humide de la montagne. L'air vif et piquant de l'Auvergne fouettait son visage, portant avec lui les senteurs primitives de la terre mouillée et de la mousse hivernale. Chaque pas l'éloignait un peu plus du monde des hommes, la rapprochant inéluctablement de ce sanctuaire reclus. Elle portait sur ses épaules le poids de sa solitude, mais aussi la promesse folle d'une renaissance inespérée. Enfin, au détour d'un ultime virage rocailleux, à la lisière d'une clairière assoupie, la bâtisse apparut soudainement, émergeant des brumes comme un fier navire échoué sur les rivages de l'oubli. L'ancienne forge Mercier se dressait là, majestueuse et farouche. Ce n'était point une simple construction humaine, mais une véritable extension minérale de la montagne elle-même. Les murs, bâtis de cette lourde et sombre pierre volcanique d'Auvergne, défiaient le temps avec une arrogance magnifique. Le bois des bardages, profondément buriné par les assauts répétés du gel et des tempêtes, arborait une teinte d'un noir profond, riche en nuances, semblable à l'écorce d'un arbre millénaire. La toiture à forte pente, recouverte d'épaisses lauses irrégulières, semblait peser de tout son poids protecteur sur cet édifice bâti pour l'éternité. Au centre de la façade trônait une immense porte coulissante en bois massif, suspendue à un rail de fer forgé dont la rouille orangée témoignait des décennies d'abandon. C'était une architecture d'une rudesse poétique, une symphonie de matériaux rudes, dictée uniquement par la noblesse et l'exigence intransigeante du travail manuel. Camille s'approcha de la grande porte, posa ses mains nues sur le bois rugueux, glacé par l'humidité ambiante, et poussa de toutes ses forces. Le lourd mécanisme de fer protesta d'abord avec un grincement strident, un hurlement métallique déchirant le grand silence de la vallée, avant de céder finalement dans un fracas sourd. La lumière laiteuse du jour pénétra timidement à l'intérieur, tranchant l'obscurité cinquantenaire. Elle franchit lentement le seuil, pénétrant dans un espace figé hors du temps. C'était un vaste sanctuaire de suie, de poussière, de recueillement. Le sol, en terre battue durcie par des générations de piétinement, était intensément noirci par d'anciens résidus de houille. L'air, étrangement sec, était saturé d'odeurs puissantes et capiteuses. Le parfum âcre du vieux charbon, l'effluve douceâtre du bois calciné et la senteur féreuse de la rouille. C'était indéniablement l'odeur incomparable d'une puissance endormie. Au centre exact de la pièce, trônant fièrement comme un autel païen dédié au dieu du feu, se trouvait l'enclume.
Un bloc colossal d'acier massif de plus de 100 kilos, solidement arrimé à un gigantesque billot de chêne trapu. L'outil magistral portait les nobles cicatrices de millions de frappes, d'innombrables marques de labeur gravées à jamais dans sa chair métallique. Camille s'approcha avec la déférence absolue d'une croyante pénétrant dans une cathédrale. Elle retira délicatement son gant et posa la paume de sa main sur la face supérieure de la bête d'acier. Le métal était glacial, mais sous cette froideur apparente, elle perçut avec stupeur une vibration sourde, une résonance intime et presque vivante qui remonta le long de son bras pour atteindre directement son cœur. Elle ferma les yeux, aspirant longuement cet air chargé d'histoire, et laissa le silence l'envelopper d'une étreinte protectrice. La force ne faisait que dormir. En touchant cette enclume, une certitude absolue, foudroyante et lumineuse s'imposa à elle. Après tant d'errance de l'art ravalé, elle venait enfin de trouver sa véritable maison. Une fois l'émotion de la première rencontre passée, l'œil clinique et affûté de l'artisane reprit naturellement le dessus. Camille commença à inspecter les entrailles de son nouveau domaine avec la minutie d'un horloger. Elle s'approcha d'abord de la majestueuse cheminée, une colonne vertébrale de briques pleines, scellée par un mortier ancien qui s'effritait à peine sous la caresse de ses doigts. Le tirage semblait intact, protégé des nids d'oiseaux et des intempéries par un solide chapeau de pierre. À côté du foyer de chauffe reposait un immense soufflet en cuir, une bête assoupie dont la peau tannée par les années était raidie par le gel, mais miraculeusement épargnée par la pourriture. La mécanique de l'air, rudimentaire mais d'une efficacité redoutable, attendait seulement un peu de graisse animale pour reprendre son mouvement respiratoire. Tout dans cette pièce avait été pensé pour l'efficacité brute, sans la moindre concession à l'inutile. L'espace était compté, chaque outil devait avoir sa place, chaque centimètre carré était optimisé pour faciliter les mouvements amples et précis du forgeron. C'est précisément cette logique spatiale, cette rigueur ouvrière implacable, qui finit par éveiller son attention. En contournant l'imposant massif de pierre qui abritait le foyer central, elle remarqua une anomalie architecturale troublante. L'espace laissé vide derrière la forge, entre l'âtre et le mur du fond, était inexplicablement vaste. Dans tous les ateliers qu'elle avait connus, dans les manuels techniques qu'elle avait dévorés ou dans l'atelier de son défunt père, les foyers étaient systématiquement adossés au plus près de la paroi pour maximiser la surface de travail, ne laissant qu'un infime débattement pour la ventilation. Ici, un homme aurait pu aisément s'y glisser. L'œil plissé par la concentration, Camille se recula légèrement pour analyser la perspective globale. Son regard se posa alors avec insistance sur les lourdes boiseries qui habillaient le fond de la pièce. Le bardage de chêne qui couvrait ce PAN de murs spécifiques présentait une patine subtilement différente du reste de la construction, tandis que les autres planches arboraient une teinte unie, noircie uniformément par des décennies de fumée grasse. Celle située exactement derrière la forge montrait un vieillissement singulier, un grain légèrement plus clair et une texture moins rugueuse. Guidée par une intuition foudroyante, presque animale, Camille s'agenouilla dans la poussière noire. Elle approcha son visage de la boiserie et retira ses gants pour retrouver la pleine sensibilité de sa peau. Ses paumes calleuses, habituées à lire les moindres aspérités de l'acier fondu, glissèrent lentement le long des plaintes épaisses. Elle cherchait l'erreur, la faille, l'interstice invisible qui trahirait le secret de la pierre. La pointe de ses doigts effleura soudainement une jointure anormale, une fente d'une précision millimétrique qu'aucune usure naturelle n'aurait pu creuser avec autant de perfection. À une trentaine de centimètres du sol, la surface lisse du bois présentait une infime résistance, un léger creux indétectable pour un œil profane. C'était un mécanisme de friction astucieusement dissimulé dans l'épaisseur même du chêne massif. Le souffle court, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, Camille posa ses deux mains à plat sur la large planche centrale. Elle prit une profonde inspiration, ancra solidement ses bottes dans la terre battue et exerça une pression ferme et continue vers le haut et l'intérieur. Le temps sembla se suspendre. Un déclic mécanique sourd, résonnant depuis les entrailles du mur, brisa le silence. Dans un craquement lent, lourd et majestueux, un PAN entier de la cloison pivota sur des gonds invisibles, dévoilant un gouffre d'obscurité béant. L'air froid et confiné de cette cachette oubliée vint effleurer son visage, charriant avec lui les promesses d'un mystère insoupçonné. L'obscurité du réduit était presque palpable, dense et chargée des secrets d'un demi-siècle de réclusion. Camille cligna des yeux pour habituer sa vue à cette pénombre soudaine, tandis que la faible lumière laiteuse de l'atelier s'engouffrait timidement dans l'interstice. L'espace clandestin, creusé à même l'épaisseur du mur et dissimulé avec le génie d'un maître bâtisseur, n'était pas bien grand, mais il abritait un trésor dont la valeur échappait à toute mesure ordinaire. Au fond de cette alcôve silencieuse, parfaitement alignée et protégée de l'humidité par la proximité résiduelle de la cheminée, reposaient de lourdes caisses en bois brut. Leur couvercle, dépourvu de clous mais solidement emboîté, témoignait d'un soin maniaque.
Le cœur battant à la chamade, l'artisane tira la première malle vers la lumière. Son poids était impressionnant, ancré dans le sol comme un bloc de plomb. Lorsqu'elle souleva enfin le lourd panneau de chêne, le souffle lui manqua. Ce n'était pas un simple assortiment de ferraille qui s'offrait à ses yeux écarquillés, mais le véritable saint graal de la métallurgie. Enveloppé avec une dévotion quasi religieuse dans des toiles de lin généreusement imbibées d'huile, reposait une collection immaculée d'outils de forge. D'une main tremblante d'émotion, elle écarta le tissu gras pour libérer ces merveilles de leur linceul protecteur. Il y avait là des pinces de toute taille et de toute forme, des tenailles à bec plat, des pinces à volute, des mâchoires de loup forgé avec une symétrie parfaite. À côté d'elle, une série de marteaux aux manches de cornouillers savamment courbés, patinés par la sueur d'innombrables heures de frappe. Leurs têtes d'acier trempé, aux pans majestueusement biseautés, révélaient l'équilibre miraculeux que seul un forgeron d'exception peut insuffler à son propre outillage. Des burins affûtés comme des rasoirs, des tranches, des dégorgeoirs, chaque pièce était une œuvre d'art en soi, façonnée par un maître pour servir un maître. Camille caressa le métal froid de ses instruments endormis. Elle comprit instantanément, par l'ergonomie parfaite des manches et la répartition idéale des masses, qu'elle effleurait non pas de simples objets, mais le prolongement direct de l'âme d'un géant. Poussée par une curiosité devenue irrépressible, elle plongea ses mains calleuses plus profondément dans la seconde caisse, soulevant les couches successives de burins et de poinçons soigneusement rongés. Tout au fond, niché sous l'imposant arsenal d'acier, ses doigts rencontrèrent une texture inattendue, la douceur d'un cuir ancien. Elle en extirpa une bourse épaisse, dont le poids disproportionné pour sa petite taille la fit sursauter. En desserrant lentement le lacet de cuir raidi par les décennies, une lueur chaude et hypnotique vint soudain défier la grisaille de la pièce. À l'intérieur s'entassaient 38 pièces d'or massif, des Napoléons authentiques, frappés de l'effigie impériale et de la République, dont les reflets cuivrés semblaient capturer la lumière du feu depuis longtemps éteint. Une fortune tangible, amassée sou après sou, préservée des banques et des crises, cachée dans les entrailles de la montagne. Mais la véritable richesse de ce sanctuaire n'était ni dans l'or étincelant, ni même dans la perfection des marteaux. Sous la bourse rebondie, reposait une épaisse enveloppe de papier vélin, jaunie par les assauts impitoyables du temps. Une large pastille de cire rouge, frappée du sceau d'une enclume miniature, en scellait toujours le mystère. Assise à même le sol poussiéreux, entourée de cette magnificence oubliée, Camille sentit les larmes lui monter aux yeux pour la toute première fois depuis qu'on l'avait jetée à la rue. Elle venait de déterrer bien plus qu'un simple butin matériel. Elle venait d'exhumer l'héritage entier d'une existence vouée à l'excellence, l'heure silencieuse d'une vie de labeur magistral, volontairement soustraite à l'indifférence du monde moderne et patiemment gardée dans l'ombre pour la seule personne qui saurait en comprendre l'inestimable valeur. Avec une lenteur empreinte d'un profond respect, Camille brisa le seau de cire rouge. Le craquement sec résonna dans le silence solennel de l'atelier comme une promesse enfin libérée. Elle en retira plusieurs feuillets d'un papier épais, couvert d'une écriture à l'encre noire, élégante et penchée, typique des anciens qui avaient appris à former leurs lettres à la plume avec rigueur et application. En haut de la première page, une date était inscrite avec soin, août 1971. La jeune femme retint son souffle et plongea son regard dans les mots d'un homme disparu depuis un demi-siècle. À celui ou celle qui découvrira cette cachette, commençait la lettre. « Je me nomme Augustin Mercier. Je suis le dernier forgeron de cette vallée, ayant œuvré devant ce foyer durant plus de 40 années, succédant à mon père et à son père avant lui. J'écris ces mots avec la certitude douloureuse que je fermerai bientôt ces lourdes portes pour l'éternité. Mes mains, autrefois robustes, sont désormais rongées par l'arthrose, et le monde extérieur a irrémédiablement changé. Les grandes usines modernes, avec leur cadence infernale, ont fini par écraser notre noble métier. L'artisanat se meurt, remplacé par une production sans âme ni mémoire. » Camille lisait chaque phrase avec une attention religieuse, sentant l'amertume et la noblesse du vieil artisan résonner en elle. La lettre poursuivait « Je n'ai pas de descendance à qui transmettre mon savoir. Cependant, je me suis formellement refusé à laisser l'œuvre de toute une lignée finir dispersée lors d'une vulgaire vente aux enchères. Je ne pouvais supporter l'idée que ces marteaux, forgés par nos propres mains, finissent comme de simples objets de décoration chez des ignorants qui ne comprendront jamais le langage du fer chaud. Les bons outils ne doivent jamais mourir de cette façon. Ils réclament des mains capables de les comprendre, de les faire chanter. C'est pourquoi je les ai dissimulés ici. L'or que vous avez trouvé représente les économies d'une vie de labeur de mon père, un homme qui se méfiait des banques. Je n'en ai pas eu l'utilité, je vous le lègue donc avec la plus grande des joies. » Une larme solitaire, chaude et libératrice, roula enfin sur la joue couverte dessus de Camille. Augustin achevait sa missive par une ultime et magnifique requête.
Si vous avez eu l'intelligence et la sensibilité de découvrir cet abri, c'est que vous avez mérité tout ce qu'il contient. Je vous l'offre avec ma bénédiction. Mais je vous implore de m'accorder une unique faveur en retour. Rallumez le feu. Ne serait-ce qu'une seule et unique fois. Montrez à ces murs que quelqu'un est enfin venu les réclamer. Un foyer qui a connu l'ardeur du charbon n'oublie jamais rien. Il garde en mémoire la morsure de chaque flamme qui est dansée. Il attend inlassablement la prochaine étincelle. J'ai entendu cette attente silencieuse toute ma vie sans pouvoir y répondre à la fin. Puissiez-vous lui offrir ce que je ne pouvais plus lui donner. Camille replia délicatement la lettre. Le message d'Augustin Mercier n'était pas un simple testament matériel. C'était un véritable passage de flambeau, une mission sacrée confiée par-delà les décennies. Elle serra le papier jauni contre son cœur, fermant les yeux pour absorber toute la force de cet instant suspendu. Bouleversée jusqu'au plus profond de son être, Camille ne se résolut pas à quitter l'atelier cette nuit-là. Elle déroula son modeste sac de couchage à même le sol de terre battue, s'installant précisément entre l'âtre silencieux et la masse imposante de l'enclume. Dans l'obscurité glaciale de la rudesse auvergnate, elle s'érigea en sentinelle solitaire, veillant farouchement sur cet héritage inestimable. Le froid mordant de la fin novembre transperçait la toile usée de sa veste, mais une chaleur nouvelle, incandescente et farouchement puissante, irradiait désormais dans sa poitrine. Elle ne dormit presque pas, écoutant le vent hivernal gémir à travers les vieilles lauses du toit, attendant patiemment que l'aube vienne enfin chasser les ombres d'un demi-siècle de solitude. Dès les premières lueurs d'un jour pâle et brumeux, elle redescendit le sentier escarpé d'un pas résolument conquérant. Au village, elle se rendit à la petite quincaillerie agricole pour y acquérir 2 lourds sacs de houx véritables. Les quelques habitants matinaux la regardèrent passer avec une curiosité silencieuse mêlée d'un profond respect. Chacun comprenait instinctivement la portée symbolique et sacrée de son fardeau. Remontant la pente abrupte, le poids de la roche noire meurtrissant douloureusement ses épaules, elle ne ressentait pourtant aucune fatigue, seulement l'urgence vitale d'accomplir sa promesse. De retour dans le sanctuaire minéral, elle s'agenouilla humblement devant la forge et entreprit de nettoyer méticuleusement le creuset de fonte, chassant les cendres froides du passé avec une infinie tendresse. Elle disposa de petits brindilles de bois sec, du papier froissé, puis recouvrit délicatement le tout de morceaux de charbon au reflet luisant. D'un geste solennel, elle craqua une simple allumette. La petite flamme jaune vacilla un bref instant avant de mordre goulûment le bois. Camille actionna lentement le grand soufflet de cuir. Le mécanisme centenaire grinça, protesta, puis cracha un souffle vigoureux sous le foyer. Le charbon s'embrasa soudainement. Une épaisse colonne de fumée noire s'éleva majestueusement dans le conduit de briques pour jaillir du toit, se mêlant fièrement aux brumes matinales. En bas, dans la vallée silencieuse, les regards étonnés se levèrent vers la montagne. La vieille forge respirait de nouveau. Dans l'atelier baigné d'une lueur orangée, Camille enfila le lourd tablier de cuir d'Augustin, raidi par le temps mais épousant miraculeusement sa fine silhouette. Elle saisit un morceau d'acier brut, le plongea au cœur des braises rugissantes et attendit que la matière devienne translucide, presque liquide de lumière. D'une main ferme, elle brandit le plus beau marteau forgé par le vieux maître. Elle posa l'acier incandescent sur la face immaculée de l'enclume, leva le bras et laissa retomber l'outil de toutes ses forces. Le choc fut prodigieux. Une note pure, claire et cristalline explosa dans l'air sec, un chant de métal triomphant qui s'échappa par les fenêtres ouvertes pour dévaler les pentes du Cantal. Dans ce son parfait qui résonnait jusqu'aux confins de la terre volcanique, ce n'était pas seulement la forge qui renaissait de ses cendres, c'était l'âme blessée de Camille qui s'éveillait enfin à la splendeur de sa véritable destinée. Les mois qui suivirent furent une symphonie inoubliable de labeur acharné et de renaissance éclatante. Avec une prudence réfléchie, Camille se rendit chez un numismate particulièrement réputé de Clermont-Ferrand pour y vendre légalement une poignée de ses Napoléons d'or. Les milliers d'euros obtenus lors de cette transaction providentielle lui permirent d'acheter les matériaux absolument nécessaires à la survie de l'atelier. Elle remplaça les lourdes lauses brisées du toit pour sceller la charpente contre les caprices furieux du ciel auvergnat, restaura l'isolation thermique et acheta une réserve substantielle de fer et de houille. Le reste du précieux trésor retourna sagement dans l'obscurité insondable, dissimulé dans une nouvelle cachette qu'elle seule connaissait, tel un talisman protecteur garantissant son indépendance durement acquise. La nouvelle formidable ne tarda pas à franchir les crêtes rocailleuses du majestueux Cantal. Dans ces vallées isolées où le bouche à oreille vaut toutes les publicités du vaste monde, on commença très vite à parler de cette jeune femme courageuse et silencieuse qui avait miraculeusement réussi l'exploit de dompter la vieille forge Mercier. Curieux d'abord, puis profondément admiratif devant la pureté absolue de son travail exigeant, les paysans robustes et les artisans des villages alentours affluèrent. Un éleveur de brebis lui commanda de solides gonds sur mesure pour le lourd portail de sa grange.
Un charpentier exigea des clous forgés à l'ancienne, capables de résister à la tension extrême des immenses poutres de chêne massif. Camille acceptait chaque défi avec une humilité farouche, façonnant l'acier brûlant avec une grâce véritablement prodigieuse. Ses mains, noires de suie et sillonnées de minuscules coupures, traduisaient fidèlement la noblesse profonde de son âme, transformant sans relâche le métal brut en d'authentiques œuvres utiles et intemporelles. À l'orée d'un bel automne, un vieux camion fatigué gravit péniblement le chemin escarpé de gravier gris. Léon avait fait le long trajet depuis la lointaine ville, poussé par un besoin irrépressible de voir de ses propres yeux le miracle dont tout le monde parlait tant. Le vieil artisan passa la journée entière sereinement assis près du brasier ardent, observant Camille manier les merveilleux outils d'Augustin avec la virtuosité d'une artisane parfaitement aguerrie. Son regard embué d'une immense fierté paternelle en disait infiniment long sur son incommensurable admiration. Au moment émouvant des ultimes adieux, alors que le soleil déclinait majestueusement derrière la ligne sombre des volcans, Léon tira de sa grande besace usée une modeste boîte en bois brut. À l'intérieur reposait un marteau familier, le manche poli par la sueur, la panne chargée de glorieux souvenirs. C'était l'outil personnel de Marcel, le grand-père de Camille. Les larmes inondant ses yeux, elle prit l'objet sacré avec une déférence absolue. Elle l'accrocha délicatement sur le grand râtelier de chêne, trouvant la place parfaite entre une lourde tenaille et une masse imposante. En unifiant magistralement la lignée de son propre sang avec le sublime héritage d'Augustin, elle scellait à tout jamais l'alliance immortelle de ceux qui sublimement le firent. Un soir de fin d'automne, au parfum âcre de bruyère et de terre froide, alors que les dernières lueurs du jour s'effaçaient majestueusement derrière la ligne sombre des volcans, Camille s'assit lourdement sur un vieux tabouret de chêne patiné. Devant elle, le foyer de l'immense fort s'apaisait doucement, les ultimes braises rougeoyantes palpitant dans la pénombre comme le cœur battant de la montagne elle-même. La chaleur enveloppante et protectrice de l'âtre caressait son visage fatigué mais profondément serein. Dans le silence absolu du Cantal, troublée seulement par le crépitement familier des cendres qui refroidissaient lentement, elle laissa son esprit vagabonder, remontant le fil invisible et bouleversant de son extraordinaire destinée. Elle repensa intensément à ce jour d'hiver glacial, à ce misérable carton posé sur un perron de banlieue, à cette porte définitivement close et à ce mot cruel rédigé par sa mère. Ce qui lui avait semblé être, sur le moment, la fin absolue et terrifiante de son monde, n'était en réalité que l'étincelle brutale et indispensable à sa propre renaissance. Valérie, dans son amertume aveugle, croyait l'avoir précipitée dans le vide, la condamnant à l'errance et à la misère. Mais en la chassant si impitoyablement de cette maison sans âme, elle l'avait en fait poussée, malgré elle, vers l'unique chemin où ses mains calleuses pourraient enfin trouver leur véritable signification. Parfois, la porte que l'on claque violemment à notre nez est le seul et unique moyen de nous forcer à avancer avec courage vers la lumière qui nous est secrètement destinée. En caressant du bout des doigts le manche lisse du marteau de son défunt grand-père, posé religieusement tout près de l'enclume d'Augustin, Camille comprit une vérité universelle, poétique et silencieuse. Le véritable artisanat, le travail noble de la main et de l'esprit, ne meurt absolument jamais. Il ne disparaît en aucun cas avec le dernier souffle des maîtres qui l'ont tant aimé. Il s'endort simplement. Il se tapit dans l'ombre des ateliers abandonnés, dans le fond de caisses oubliées, dans le silence pesant d'outils merveilleux recouverts de poussière et de toiles d'araignée. Il traverse les époques avec la patience infinie de la pierre, attendant inlassablement dans l'obscurité. Il attend la venue des bonnes mains, celles qui sauront instinctivement comprendre son langage muet, celles qui sauront réveiller le feu sacré et frapper l'acier avec la noblesse inébranlable des anciens. Le majestueux héritage d'Augustin n'était pas mort. Il attendait simplement qu'elle revienne à la maison. Ce feu qui brûle dans l'obscurité, cette passion viscérale transmise de génération en génération, c'est une histoire intemporelle qui résonne en chacun de nous. Si ce récit de résilience, d'espoir et d'amour du bel ouvrage a su toucher votre âme aujourd'hui, prenez un court instant pour vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Votre précieux soutien nous aide immensément à continuer de faire vivre ces magnifiques récits de notre terroir. Et surtout, prenez la plume et partagez avec nous dans les commentaires vos propres mémoires familiales. Quel est ce savoir-faire inestimable, ce talent unique ou cette passion discrète qu'un parent vous a légué et qui vit encore aujourd'hui secrètement entre vos mains? Nous avons infiniment hâte de lire et de découvrir vos propres histoires de transmission. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de notre inoubliable patrimoine.